Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 août 2021 et je suis en compagnie de mon ami Pierre B. Berthelot qui m'a généreusement convié à partager avec vous une vidéo sur Henri Miller, écrivain que nous estimons fort tous les deux. Avant, je voudrais remercier Pierre de l'occasion qu'il m'est offerte de reprendre pied avec les vidéos, car voici 2 mois que j'en ai pas fait. Et j'ai manqué à ma promesse d'en faire une tous les jours jusqu'à demain, où nous quittons pour la France, Fabienne et moi. Nous quittons pour la France dans un contexte pandémique que vous connaissez. Et j'ai manqué à cette promesse, et comme disait Jacques, qui vient me voir à la librairie et qui dit « Quand vas-tu reprendre tes vidéos? » Et je lui expliquais que j'avais le trac, j'étais un peu essoufflé après 4 mois consécutifs de vidéos quotidiennes. Eh bien, il me donnait, pour exemple, des coureurs cyclistes du Tour de France qui, lors de leur journée de congé, roulaient quand même 130, 140 km pour ne pas perdre le tonus. Alors, je l'ai perdu. Alors, de peine et de misère, je mets le pied à l'étrier. Et je vais commencer par poser une question à mon ami Pierre B. Berthelot. D'où lui vient cet intérêt pour cet auteur qu'il me semble-t-il, on lit beaucoup moins qu'avant. Peut-être est-ce une impression. J'en vends quelques-uns à la librairie, mais c'est souvent sous mes conseils, les conseils d'un libraire. Alors Pierre, d'où te vient cet intérêt pour Henri Miller? Bon, d'abord, merci Bruno de l'invitation. Ça fait très longtemps qu'on parle de faire une vidéo sur Henri Miller. Puis bon, l'occasion s'est enfin présentée. Henri Miller qui est vraiment, à mon avis, un des meilleurs exemples de l'écrivain, de l'artiste dont la vie elle-même est une œuvre. Donc, non seulement Henri Miller qui a écrit des romans, qui a écrit des recueils de poésie, qui peignait des aquarelles, je crois même qu'il a fait du cinéma un peu. Donc, il a trempé dans beaucoup de projets. Mais la vie d'Henri Miller lui-même, il a été marié 4 ou 5 fois. 5. Sa dernière épouse était une japonaise, puis il avait 70 ans passés. Ouais. Donc, mais tu juges qu'être marié 5 fois, ça fait partie de ses réussites? Ça fait certainement partie de ses côtés intéressants. Certainement. Donc, Henri Miller, moi, c'est un auteur que j'ai découvert pendant la pandémie, donc quand même assez tard. Moi, durant mes études universitaires, il y a personne, aucun professeur, aucun étudiant, qui que ce soit qui m'a parlé d'Henri Miller, ne serait-ce qu'en mention. Et donc, c'est Bruno que je dois remercier de m'avoir fait connaître cet auteur-là. Donc, Henri Miller, on peut le situer un peu. Henri Miller est né le 26 décembre 1891, donc à la toute fin du 19e siècle. Il grandit à Brooklyn, à New York, donc un quartier assez rude, hein, beaucoup d'immigrants récents. Ses parents étaient des Américains, mais d'origine allemande, et des luthériens aussi. Ça, c'est très important parce que toute sa vie, Henri Miller va être révolté contre l'Amérique puritaine avec ce que je dirais le côté âpre, froid, frigide, de moralité obsessionnelle. Donc, il va être complètement révolté contre ça et qui va souvent être lié à une certaine idée du progrès matériel, qui remplit beaucoup de temps, remplit beaucoup d'existence, mais qui nourrit très peu en fin de compte. Et donc, Henri Miller grandit à Brooklyn. Il va travailler pour son père, qui était un tailleur d'habits,
pour hommes. Il va, oui, très très jeune, c'est ça, en 1913, il va dans l'Ouest américain, il va travailler sur un ranch. À peu près à la même époque, il va rencontrer Emma Goldman, il va rencontrer des militants anarchistes. Il y a un tournant de sa vie. Il va rencontrer sa première maîtresse qui est assez vieille pour être sa mère. Donc, on voit qui va le déniaiser en quelque sorte. Oui, oui. Il l'appelait pas, c'était pas la veuve. Oui, c'était la veuve. Oui. Alors, la veuve, là. Assez mystérieuse, cette femme-là. Ouais. Ouais. La veuve lui a fait découvrir les arcanes mystérieuses du sexe. C'est assez curieux qu'une veuve impatronise, chapitre au plaisir charnel. Oui, ben écoute, elle s'était fait la main pendant son premier mariage, puis bon. On entend veuve noire aussi, je sais pas. On entend. Oui, oui. On entend quelque chose de l'ordre de la dévoration, j'aurais envie de dire. Ben, moi, je pense à Saturne, donc le symbole dans l'astrologie, mais Saturne dévorant ses enfants aussi. La célèbre murale de Goya. Mais si tu permets, oui, parce que moi, je dois confier à quelques dizaines de nos valeureux auditeurs. J'en fais partie, mais donc ici, ben, je fais partie de la vidéo, ce coup-ci. Oui, voilà. Mais il faut quand même la regarder, je pense. Oui, absolument. Quand absolument. même. Bon. Il y a un fil quand même conducteur que beaucoup de féministes ont reproché à Henri Miller, c'est ce qu'on a appelé sa misogynie. Oui. Hein, sa misogynie. Et le portrait, parce que je dois confier que la dernière fois, moi j'ai commencé à lire Miller, j'étais à la fin de l'adolescence. Et je n'ai pas rouvert un livre d'Henri Miller depuis au moins 15 ans. Si c'est pas davantage, peut-être 20 ans, parce que chez Christian Bourgois, il y a une vingtaine d'années, on a édité, traduit enfin, des inédits de Miller. Alors, grosso modo, moi j'ai lu Miller de l'âge de 16 à 22, 23 ans à peu près. Alors, pendant 6-7 ans, j'ai navigué dans les eaux millériennes. Et ça a été, pour moi, une très, très grande source d'inspiration. Sur le plan littéraire, sur le plan de la vie. Et j'ai eu et de ça, je suis très, très conscient aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de le lire du temps où il était vivant. Oui. Et ça a l'air de rien, mais si parmi notre jeune, s'il y a des jeunes qui écoutent cette vidéo, si vous lisez des auteurs encore vivants, n'hésitez pas à leur écrire. Ce que faisait Miller, hein, il était admiratif, par exemple, de l'écrivain norvégien, Knut Hamsun. Knut Hamsun, absolument. Il lui avait écrit une lettre d'admiration. Me semble-t-il, la réponse de Knut Hamsun avait été plutôt évasive. Oui, il était un peu dérouté. Il n'avait pas réussi à nouer une correspondance comme il l'aurait peut-être souhaité avec Knut Hamsun. Cependant, avec Laurence Durel, qui très longue amitié avec Laurence Durel. Ouais. Et le Quatuor d'Alexandrie. L'auteur du Quatuor d'Alexandrie. Donc, oui. Et Laurence Durel lui avait envoyé le cahier noir, le carnet noir, qui était son premier ouvrage littéraire. Et Miller avait été très enthousiasmé par sa lecture. Et entre les deux écrivains, s'était noué une relation épistolaire. Ce qui était aussi le propre de Miller, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Oui. Qui avait une forte correspondance. Mais je voudrais revenir à la fameuse veuve, hein, la fameuse veuve, et les 5 mariages. Il y a peut-être un lien aussi à faire avec ces échecs répétés, hein, parce qu'au fond, je ne crois pas qu'Henri Miller ait été un bon mari. Je crois peut-être un compagnon très distrayant, un compagnon voilà. entraînant à des fantaisies à la fois littéraires et peut-être autres, mais je ne crois pas que pour la vie conjugale, il ait été un homme à marier.
Non, je crois que c'était plutôt du type étoile filante ou comète plutôt que Et, Jupiter avec son orbite, sa gravité. et la fameuse veuve qui a, d'une certaine manière, je pense, a réussi à l'introduire au mystère de la sexualité, mais a aussi, d'une certaine manière, réparé le lien extrêmement mauvais qu'il avait avec sa mère. Avec sa mère. Hein, Oui. un lien absolument désastreux avec sa mère. Il raconte, moi c'est un passage, même si ça fait plus de 40 ans que je Vas-y. l'ai lu, je ne sais plus dans quel ouvrage il raconte ça. Finalement, je pense qu'il est en Europe peut-être. Sa mère, il apprend, il reçoit un télégramme, sa mère est décédée. Alors Ouais. il se rend aux obsèques de sa mère et il voit sa mère dans son cercueil et il dit qu'il n'éprouve aucune peine. Il regarde la dépouille de sa mère, aucune réaction. Non. Et ça m'avait saisi. Ça m'avait saisi, je m'étais dit, oh, ça c'est impressionnant, une telle froideur, une telle... Et lui-même, et cette honnêteté-là, cette franchise de dire, je suis devant la dépouille de ma mère et ça ne me fait rien du tout. C'est troublant. Alors, C'est très troublant. si on ajoute aussi au fait qu'à Paris, lors de son exil parisien, où c'est là qu'il a découvert enfin sa vocation d'écrivain. Oui, mais attends, il y a eu Ah, un premier. Je redonne la parole à Oui, Pierre. parce que je me demande si c'est avec la veuve ou si c'est pas plutôt avec celle qui va devenir sa Ah oui. deuxième épouse. June. Bon, là, oui, allons-y dans l'ordre. June. Oui, il y a la première avec qui il y a une fille. Oui, qui était, il la présente dans Henri Miller par lui-même, il la présente comme étant une pianiste. Mais bon, c'était une pianiste. Ouais, une pianiste frigide. Oui, oui. Une pianiste frigide. Comparativement à la veuve. Ouais, oui, voilà. comparativement à la veuve, ce premier mariage est avéré déjà décevant sur le plan sexuel. Ça, Oui, oui. Il faut quand même le mentionner. Il y a quand même eu une fille avec cette première épouse-là. Et donc, on est au début des années 20, 1920, 1922, travaille pour la Western Union, qui était donc la grande compagnie de télégraphe. Et donc, Henri Miller distribuait, donc était télégraphiste, donc distribuait les messages. Et après quelques mois, par une histoire complètement abracadabrante, se retrouve chef de personnel de la Western Union. Et là, il se retrouve un peu comme dans une sorte de confessionnal infernal, j'ai envie de dire, où là, il reçoit chaque jour une quarantaine ou soixantaine de supplicants, de suppliciés, on pourrait qui subissent. Ça peut être les deux. Tu peux Donc, supplier et être supplicié. Oui. Donc, voilà. Et donc, il y en a un, c'est un linguiste très réputé. Il y avait un doctorat en linguistique, il parlait russe, puis de toutes sortes de langues mortes. Il y en avait un autre, il avait travaillé déjà, il avait été renvoyé à 4 reprises, il veut revenir une 5e fois parce que sa femme est enceinte, et puis là, il n'y a absolument plus un sou. Donc, Henri Miller est vraiment aux prises avec cette misère abjecte-là. Il veut aider tout le monde, mais il n'en peut plus. Et donc, Mais il a travaillé pendant 10 ans. Oui. Il a travaillé pendant 10 ans. Là. Oui. Et donc, il veut aider tous ces gens-là, mais il n'arrive pas à faire face à ça. Et donc, entre-temps, il se met à coucher avec celle qui va devenir sa deuxième femme, June Smith. Et donc, June Smith était une danseuse taxi. Une entraîneuse là, dans les bars. Elle faisait boire les mecs, elle les faisait danser. Ouais. Et Miller subodorait que c'était davantage aussi. Oui. Mais là-dessus, il fermait les yeux. Oui, ben, c'est un phénomène très états-unien du début du 20e siècle. Là, les danseuses taxi. Et donc, à force de rencontrer June et de danser avec elle, il parle de son ambition de devenir écrivain. Parce que Henri Miller, ben, un peu comme Bruno d'ailleurs, avait fait donc ses études secondaires et avait fréquenté l'université, le City College de New York. En dilettante.
en dilettante, mais il avait abandonné après 2 mois parce qu'il était complètement dégoûté par le type d'enseignement qu'il y avait là. Ouais. Lui, c'était moins le savoir académique que la vie à l'état brut, le désir à l'état brut qui l'intéressait. Je crois que c'est un peu tout ce qui revient dans son œuvre. Hein, le besoin de vivre ce désir-là jusqu'au bout. Et donc, c'est ça, il va discuter avec June de ce projet de roman-là, puis c'est elle qui va lui conseiller, ben, vas-y, écris, tu devrais devenir écrivain. Là, il y a quoi? Il approche de la trentaine. Il y a 30 ans environ, 29-30 ans. Oui, il approche, oui. Ouais. Et donc, il décide, il va au bureau de la Western Union, puis il demande à rencontrer le patron, puis il dit, moi je m'en vais, puis je veux même pas mon dernier chèque de paie. je veux vraiment devenir écrivain à temps plein. Et c'est ce qu'il finit par faire. Et ça, il le raconte plus tard, je crois que c'est dans Sexus ou dans sa trilogie la il le raconte. Ouais, il le raconte dans la Rosie Crucifixion, en anglais, la crucifixion en rose. Il le raconte aussi dans un d'un de ses livres qui m'a le plus, je peux pas dire ébloui parce que c'est un livre dur, âpre, Le Temps des Assassins. Ah, lui, je l'ai pas lu. Il est assez dur à trouver en librairie, Le Temps des Assassins, à partir de la passion qu'il a développée pour Rimbaud. Et là, c'est que au début, parce que June réussit à le convaincre que finalement, il est un écrivain. Oui, mais oui. Elle a réussi à le convaincre. Il publie des petits récits pornographiques. Oui. Il publie des petits récits pornographiques. Dans l'équivalent de Playboy à l'époque, il y avait des revues un peu vendues sous le manteau. Là. Et June, en sa qualité de taxi girl, réussit à placer les opuscules minériens auprès de collectionneurs érotomanes. Oui. Alors, je ne sais pas en bibliophilie ce que ça peut... Si ça se retrouve, ça doit, tout se retrouve avec effort et parfois grâce. Et donc, il s'essaie à ce genre-là. Mais dans le Temps des Assassins, bon, il a tout quitté. Il a quitté sa femme, il a quitté son job. Oui, il abandonne sa femme avec sa jeune fille pour devenir écrivain. Ouais. Et là, il se retrouve dans une espèce de taudis. Oui. Où June paye toutes les factures et où June aussi ne rentre pas parfois à l'aube. Ah ben non, où June, elle est évanescente. Elle fait le taxi, littéralement. Et il veut toujours pas savoir. Et dans ce recueil-là, Le Temps des Assassins, on y trouve à la fois Rimbaud comme figure emblématique de cet appel au large, de cet appel au large qui n'a jamais cessé de tarauder Henri Miller, et la jalousie. Parce que toujours si ma mémoire est bonne, elle entretient des rapports lesbiens avec une de ses amies. Oui. Et Miller, loin de développer un fantasme banalement hétérosexuel sur la question, en est dévoré par la jalousie. Alors, dans ce petit appartement, dans ce petit logis, ce garni miteux, entre les fulgurances rimbaldiennes et les fers de la jalousie, Henri Miller est littéralement dévoré. Je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Je considère que c'est l'un des plus beaux récits jamais, en tout cas que j'ai lu sur Rimbaud, de même que celui sans doute très largement inspiré par ce même récit d'Henri Miller, Rimbaud, mon beau salaud, de Claude Jasmin. Ah, d'accord. Là, je fais lien intéressant. Je fais... voilà, Jacques. Ah bon, justement. On est en train de faire une vidéo, Jacques. Mais non, mais tu peux rentrer. Fabienne va apparaître dans quelques minutes. Oui. Donc, et j'ai, à la lecture de Rimbaud, mon beau salaud, de Claude Jasmin, qui est décédé il y a quelques semaines, quelques mois. Oui. 3-4 mois. Un écrivain, moi, que j'estimais plutôt. Je dois dire, que j'estimais pour... Il faut le relire, Claude Jasmin. Il faut vraiment le relire. On l'a oublié. L'importance qu'il y a eu dans l'histoire de la littérature québécoise. C'est vraiment... en particulier aujourd'hui. Ouais. En particulier aujourd'hui. Alors donc, Jasmin
à l'instar de Miller, Ouais. a fait un essai semi-autobiographique qui a, Ouais. qui a pour Oui, oui. figure centrale Arthur Rimbaud. Et les deux sont très réussis. Dans mon esprit, les deux correspondent, les deux se renvoient l'un à l'autre. Alors, peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous entretenir plus longuement de Rimbaud, mon beau salaud de Claude Jasmin, qui lui aussi était dévoré par ce désir de vie. Hein? Oui. Oui. Claude Jasmin, il Absolument. voulait vivre à tout prix. D'ailleurs, il a vécu très longtemps. Il a écrit. Son œuvre est abondante. Il a rempli quelques rayonnages. Oui, mais, il a trempé dans beaucoup de projets, lui aussi. alors, qu'est-ce qu'a réussi à faire June? Je te Oui, laisse à nouveau donc, la parole. voilà. Donc, June, qui est une femme elle-même assez mystérieuse, qui donc a ses allées et venues, c'est un peu difficile de retracer, et qui donc finit par se lier avec une amante. Donc, c'est un peu le retour, on pourrait dire, c'est le karma dans un certain sens. Donc, Henri Miller qui a abandonné sa première femme et sa fille pour aller avec cette maîtresse-là, June. Et June qui donc va avoir son amante, donc qui va tromper Henri Miller, et qui va finir par quitter Henri Miller pour aller vivre à Paris avec l'amante en question. Et puis là, ça va être un désastre complètement. Et puis, Henri Miller va être jaloux, fou. Il va vouloir, il va vouloir se venger d'avoir été exclu. Mais donc, June finit par revenir en Amérique, à New York, donc. Et je crois l'amante se suicide autour de 1930. Ça finit très, très mal. Ça, je me souvenais pas de ça. Je crois, oui, je crois qu'elle finit par se suicider. D'accord. Mais donc, juste avant 1928-1929, Henri Miller, avec June, reçoivent un très gros montant d'argent. Je crois que c'est 20 000 $ ou 30 000 $. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et décident d'aller vivre pendant 1 an à Paris. Et ça va être une révélation pour Henri Miller. Si bien que quand June va revenir de son périple de péripatéticienne de Paris, il va quitter New York complètement avec un 10 $ emprunté d'un ami, et puis il va aller vivre à Paris. Et puis là, va commencer vraiment sa carrière d'écrivain à temps plein, je pourrais dire. Mais c'est une vie de missionnaire, c'est une vie extrêmement difficile. Il va devenir un picassiette professionnel, il va se faire inviter à dormir, il va vivre en clochard. C'est vraiment... Oui, un quasi-clochard. Et puis... il va faire une rencontre majeure, cependant. Oui. Anaïs Nin. Voilà. Anaïs Nin qui va l'aider justement à devenir l'écrivain. C'est elle, au fond, la coucheuse, si on veut. Peut-être June a été l'égérie annonciatrice, mais celle qui a procédé à la maïeutique, à la naissance de l'écrivain, c'est Anaïs Nin, avec lequel aussi il y a eu une relation extrêmement passionnée, fusionnelle, et où intempestive. La jalousie avait une très, très, très large part. Hein? Ah oui, c'était vraiment intempestif. Elle-même qui était à Louvincienne, oui. Louvincienne, oui, qui habitait donc maison somptueuse qui, semble-t-il, aurait appartenu à Marie-Antoinette. Mais bon, c'est drôle, maison somptueuse dans mon esprit, je ne vais pas te contredire parce que elle a été à une époque, je crois pas qu'elle l'était tellement à l'époque où voilà, c'est ça, j'avais l'impression que ça avait été quelque chose d'une grande splendeur, mais que c'était comme en quelque sorte une sorte de merveilleuse ruine. Oui, ben c'est ça. Dans mon esprit, là, que ça avait été magistral comme lieu, mais que là, c'était des ruines somptuaires. Non, mais c'est magistral dans un sens de 1789, là. Hein? Oui, dans le sens de... décadent. De déchéance. D'accord. Magnifique déchéance, oui. Ok, d'accord. Oui. Et, peut-être on a tout faux tous les deux, peut-être c'était juste absolument magnifique. Peut-être. Mais oui, ce qui est intéressant avec Anaïs Nin, donc, elle est française, née de parents cubains. Son père était chef d'orchestre. Très connu. Oui. Et donc, elle qui a fréquenté
Otto Rank, qui était un des disciples de Freud, donc, et qui va beaucoup s'intéresser à la psychanalyse, et qu'on retrouve, parce que Anaïs Nin est surtout connue pour ses journaux, son journal intime qu'elle a tenu de l'adolescence jusqu'à la fin de sa vie, je crois, puis relation très trouble avec son père. Ben, plus que trouble. Elle a séduit et elle a couché avec son père. C'est ça. Ils se sont retrouvés tous les deux dans une, je me permets de mentionner, parce que dans toute cette mouvance, Anaïs Nin, Laurence Durel, qui a abusé de sa fille pendant des années, qui à la suite de ça s'est suicidé, et on a retrouvé le journal de la fille de Laurence Durel, où elle raconte tous les abus dont elle a été l'objet de la part de son père, abus qui l'ont amené à se donner la mort. Anaïs Nin, elle raconte dans son journal non expurgé, publié quelque chose comme 30 ou 40 ans après son décès, à sa demande. Parce que elle est morte en 1977, donc... Peut-être son journal non expurgé a dû paraître peut-être 20 ans plus tard. Oui, dans les années 90. Elle raconte qu'ils font une croisière, son père et elle, elle propose à son père, littéralement, de coucher avec elle. Et le père, qui était un Casanova fini, qui était... plutôt un Casanova... Je ne sais pas, parce que est-ce qu'il était atteint du trouble de Casanova ou de donjuanisme? Non, parce que c'est pas la même chose. En fait, il était probablement atteint d'un trouble sévère de donjuanisme. C'est un amoureux de la séduction, en tout cas. Puis pas juste de la séduction, du passage à l'acte aussi. Séduction intégrale. Et donc, elle réussit, sans trop de peine, à le convaincre de coucher avec elle. Et tout le long de la traversée, ils restent enfermés dans la cabine à baiser tous les deux. Et c'est des passages, ça a été publié sous le titre générique de Inceste, chez Stock. C'est plus que troublant de lire ça. Et quand tu regardes le comportement d'Anaïs Nin ou de Laurence Durel, finalement, tu juges Henri Miller presque débonnaire, presque petit joueur. Presque conservateur à la limite. Non, mais c'est ça. Henri Miller ne reprend sa saveur que quand on le replace, je dirais, dans ce tableau de chasse littéraire, philosophico, esthétique, parce que c'est toutes les fréquentations d'Henri Miller, toutes ces amitiés qui ont survécu. Il y a une autre personne aussi que je voudrais évoquer rapidement, si tu permets. Maurican? Non, Maurican? Écoute, le dernier des Moricans. On va encore continuer une vingtaine de minutes, si tu es d'accord? Oui, d'accord. Puis sans doute, je vais te laisser aller au pas accéléré, parce que... On pourrait dépasser 1 heure là, sur Henri Miller. Oui, parce qu'on est seulement encore à Paris. On est seulement à Paris où, au fond, tout joue. Oui, c'est le lieu de l'accouchement. Mais il y a un autre personnage que je voudrais évoquer qui apparaît, pas nécessairement dans la vie d'Henri Miller, mais par un biais, mais cependant dans la vie d'Anaïs Nin, c'est Antonin Artaud. Artaud, ça c'est capital. C'est capital, parce que Artaud, c'est le refus à l'état brut de l'académisme. On fait sauter les murs, on est dans le cœur vivant de la vie, on n'est pas dans les analyses, on n'est pas dans la planification de carrière, on n'est pas dans les jeux obliques à la Bourdieu, on n'est pas dans les stratégies de couloir, tout ça, ça vole en éclats. On est dans le cœur nu de l'existence. Oui, pas de simulacre ou pas de Jean Baudrillard à l'horizon. Je vais te laisser continuer, je vais aller voir Jacques 1 minute, alors continue sur la vie d'Henri Miller. Je vais laisser Bruno reparler d'Antonin Artaud tout à l'heure, mais donc, ce qui se produit donc entre 1930 et 1934, donc Henri Miller vit comme un clochard. Il va emménager à la Villa Seurat, donc à Paris, et donc il va vivre dans un endroit qui est fréquenté par énormément d'artistes, des sculpteurs, des poètes, des écrivains, mais aussi des figures de passage, des gens avec des passés
un peu trouble. Mais on est vraiment, donc, dans ces années-là, au début des années 30, on est à une époque à Paris où il y a beaucoup d'expatriés, donc des Hongrois, des Italiens, des Américains aussi énormément, qui donc jetaient tous leurs désirs, tous leurs rêves sur Paris, et donc qui venaient à Paris pour refaire leur vie. C'est un peu ce que Ernest Hemingway décrivait en son temps dans Café, dans je crois que c'est Café Society, son roman. Le roman... Là, je t'interromps 2 secondes. Oui. Il y a Jacques qui va nous dire un mot sur Henri Miller. Ah oui, avec plaisir. Oui. Allez, on va lui céder toute la place. Bonjour, désolé de vous interrompre. Juste pour dire que la lecture de Tropique du cancer il y a 25 ans a été un choc vraiment absolu. J'ai l'édition originale américaine en passant, pour faire des jaloux. Mais gros 1961. Mais disons que Miller a d'une certaine façon guéri mes velléités de devenir romancier parce que j'ai été tellement sous le choc d'un tel génie littéraire que je me suis dit, si on n'est pas aussi génial dans la vie, on n'écrit pas. Alors, c'est la conclusion. Mais t'as le génie de savoir reconnaître et d'apprécier le génie des autres. Au moins! Ce qui te place, à mon humble avis, sur le même pied. Mais enfin, si plusieurs avaient la même approche, il y aurait peut-être moins de mauvais livres. Ouais, puis savoir admirer m'apparaît comme une qualité d'être exceptionnelle. Tu crois? Ben, sincèrement, regarde autour de toi tous ces gens-là qui ne savent pas admirer. Ouais, c'est vrai. Qui sont toujours critiques, qui sont toujours sceptiques, qui ont toujours un mot à dire. Ils ont toujours leur petit grain là, qui vient bousiller l'affaire. L'admiration nous grandit. Ah bien. Alors tant mieux parce que non, il y a des œuvres qui sont tellement éblouissantes que... Je vais aller plus loin, Jacques, si tu permets. Alors fais attention, il ne faut pas me faire rougir. Je considère qu'un lecteur qui lit Dostoïevski, par exemple, il est Dostoïevski. D'accord. Qu'on est de plein pied avec lui, on recrée Dostoïevski, on revit Dostoïevski, on est des co-Dostoïevski. Que les auteurs avec lesquels on rentre en communion, comme le corps du Christ, on devient Dieu nous-mêmes. C'est une thèse, elle mérite réflexion, mais j'ai tendance à croire que oui, ne serait-ce que par une forme d'empathie ou d'intériorisation du discours qui est très humain, on ressent en lisant les grands ouvrages souvent ce qui arrive aux personnages, le drame de certains des personnages, on réagit de façon intérieure, émotive, qui font que peut-être, oui, effectivement, on se trouve à ce moment-là placé en communion. On ne tient pas le crayon. Un livre, ça existe dans la mesure où il est ouvert. Ah, ben oui, où il est lu. Où il est. Oui. Où il est. Sinon, c'est qu'un objet. Voilà. On est entouré d'objets inertes qui ne demandent qu'à reprendre vie. Et c'est nous qui leur donnons notre souffle de vie. Je suis d'accord avec toi. Je vous laisse à Miller. Désolé de merci de ton témoignage. Merci. Donc, j'étais en train de parler du fait que Henri Miller était un expatrié, comme beaucoup d'Américains à cette époque-là, comme Ernest Hemingway le décrivait dans... de la génération perdue. La génération perdue, ou la Société des cafés. Il y a un livre qui est écrit, un de ses romans. Mais bref, donc Henri Miller gravite dans ces milieux artistiques-là et donc fait des rencontres fulgurantes. Je crois qu'il y a un Russe qui le présente à... un bar où le portier s'appelait Albert et dont la légende voulait que ce portier-là était un des amants de Marcel Proust et sur lequel il aurait basé le personnage d'Albertine. Ah, ça m'avait complètement échappé. Donc, il en parle dans le Tropique du cancer. Et donc, Henri Miller retourne aux sources de beaucoup d'écrivains, de beaucoup d'artistes qui sont là. Donc, c'est vraiment là, justement, pour parler de Tropique du cancer, donc qui paraît en 1934, qui va faire un scandale. Ça va être interdit de publication en Amérique, en Angleterre aussi. Mais qui est vraiment
le périple de quelqu'un qui veut vivre toute l'expérience humaine dans tout ce qu'elle a de plus bouleversant, de plus harassant, mais de plus fabuleux aussi. C'est vraiment l'expérience du désir jusqu'au bout, si je devais résumer ça. Mais Henry Miller, c'est une écriture extraordinaire qui mélange à la fois les réflexions philosophiques, à la fois les descriptions de scènes de baise, c'est gargantuesque, ça n'a pas de limite, mais aussi la description d'un Paris qui n'existe plus maintenant, mais qui, dans les pages de Miller, prend une dimension cosmique. Absolument. C'est extraordinaire, Et donc, moi, j'ai adoré Miller, notamment pour l'avoir découvert pendant la pandémie, donc alors que tout le monde était confiné, tout le monde était reclus. C'était vraiment quelqu'un qui m'a soufflé un désir de vie dans les narines, là, comme Prométhée, là. Et qui donc m'a vraiment rappelé du besoin de tenir bon. Hein? On ne sait de rien, Bruno, comme tu dis si bien. Ouais. On ne sait de rien. Et puis, Henry Miller, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien cédé. Et qui a toujours été à la recherche de cette intensité-là. De ce désir de création absolue. Et dont la vie elle-même, parce que c'est toujours autobiographique, ces choses, ouais. Dont la vie elle-même est une œuvre. Et dont les romans, les poésies, même les échanges épistolaires qu'il y a avec Laurence Durrell, Anaïs Nin et tous les autres. Joseph Delteil, qui est aussi un autobiographe. Et le maître incontesté dans le genre, Blaise Cendrars. Ben oui. On va parler de Blaise Cendrars. Écoute, on pourra pas, parce que Cendrars, à lui tout seul, c'est notre Dieu, au fond. C'est un continent. C'est un continent, Blaise Cendrars. Et ils se sont liés d'amitié. Ils ont eu une correspondance assez volumineuse entre les deux hommes. Ouais. Et c'est le modèle, au fond, qu'a adopté Miller, qu'a adopté à sa suite Jack Kerouac, qu'a adopté... Et aujourd'hui, ce genre-là, on pourrait qualifier, comme l'a qualifié Serge Dubrovsky, d'autofiction. Aujourd'hui, c'est un genre aussi qui est décrié parce qu'on juge que l'autofiction, les gens, ils sont nombrilistes, ils sont narcissiques, ils n'ont rien à dire, d'autre que sur eux. Mais une autre qui a excédé dans le genre d'autofiction par ses mémoires, c'est Simone de Beauvoir. Ah oui, Simone de Beauvoir, que moi j'ai lu je ne sais pas combien de fois ses mémoires. Je voue un culte à Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir disait, pour faire un biais avec Henry Miller, qu'il fallait avoir une vie digne d'être écrite. Ben, voilà. Et c'est peut-être là où ça achoppe l'autofiction, parce qu'il ne s'agit pas juste de... Il faut pouvoir se donner une existence digne d'être écrite. Alors, si on reste toujours en dessous de sa propre vie, c'est-à-dire on reste avec des gens qui ne nous conviennent pas, on endure des emplois qui ne nous conviennent pas non plus, qu'on vit dans un pays qui ne nous convient pas, qu'on sent sans arrêt toutes ces petites lâchetés qui finissent par former une chape de plomb sur nos existences et qui nous reste que pour seule alternative de proposer au public, s'il en est, de misérables autofictions, des aveux d'impuissance. À ce moment-là, vaut mieux ne plus rien faire. Ben oui, une vie de renonciation. Il faut d'abord se donner une existence avant de pouvoir l'écrire. Ben, je vais citer Bruno Lalonde, que moi j'aime appeler notre poète national. Il faut avoir le courage d'être à la hauteur de nos désirs. Et c'est là le défi de l'autofiction. La vraie autofiction intéressante. Donc, il faut avoir une vie qui est digne, non seulement d'être vécue, mais qui, à partir de cette vie-là, peut être écrite, donc saisie en chapitres, en livres,
Et donc... Ben, c'est pour ça qu'on peut dire que les rejetons et rejetons, oui. je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on va le dire, Oui, oui. de Sandrard ou de Miller ou de Kerouac, eh ben, c'est des rejetons abâtardis, là. C'est des rejetons qui... Et c'est là, moi, je voudrais aborder un point avec toi, Pierre. C'est comment, et ça me frappe beaucoup, peut-être on s'approche... écoute, ce qu'on pourrait se proposer, Pierre, bon, comme vous l'avez entendu en début de vidéo, nous quittons dans une journée pour ce voyage en France. La France, la Gaspésie. Ben voilà. Direction Est. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire une vidéo en 2 parties. Avec on plaisir. Pourrait, à nos retours respectifs, faire une 2e partie. Oui. Alors, oui, écoutez, et si vous êtes quelques-uns à émettre des commentaires là, en bas de la vidéo, on pourrait peut-être répondre à quelques-uns de vos commentaires ou encore répondre à vos objections, s'il y en a. Si vous avez des Il peut en avoir, ben oui. Ben ça. On le souhaite pas parce qu'on n'aime pas être contredit, n'est-ce pas? On ne tolère pas la contradiction. On n'aime pas la polémique. On apprécie assez peu la dialectique. Oui. Hein? Ce qu'on aime, c'est la poésie. Ce qu'on aime, c'est la fulgurance. Ce qu'on aime, c'est Rimbaud. Ce qu'on aime, c'est pouvoir s'en aller, sans discuter. Alors, oui, voilà. c'est ça aussi, ne rien céder. Vivre sans compromis. Alors, on Mais pourrait... je vais rajouter une dernière chose pour conclure sur Henri Miller. Parce que pendant que je lisais, je crois que c'était la Tropique du Capricorne que je lisais à ce moment-là. Donc, moi, j'ai lu Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, Un diable au paradis. Donc, lire ça pendant le confinement, c'était assez extraordinaire. On en reparlera dans le prochain vidéo. Oui, on en reparlera. Mais j'ai fait un rêve, donc, pendant la période où je... Ça, c'est inquiétant. Non, il est intéressant, mon rêve. Puis, d'habitude, moi, je me rappelle assez peu de mes rêves. Mais celui-là, je vais toujours m'en rappeler. Donc, je rêvais que j'habitais dans une très, très grande maison, en plein milieu d'une forêt très dense, très épaisse. Il faisait nuit, il y avait la lune, il y avait les étoiles. Et je me promenais dans cette maison-là. Je me levais d'une sieste dans mon rêve. Et il y avait une petite fête à l'extérieur de la maison. Et donc, je regarde par la baie vitrée et je vois une grande piscine où il y a peut-être une douzaine de personnes. Et dans mon rêve, dans la piscine, il y a Henri Miller et Bruno Lalonde qui sont là en train de fumer le cigare et de boire du scotch et qui sont donc dans la piscine en train de discuter de je sais pas quoi et qui me disent « Hey Pierre, viens-t'en, hey! » Donc, pour moi, ce rêve-là a cristallisé non seulement de façon très simple, mais de façon très belle, ce que représente pour moi Henri Miller, qui est une invitation à l'aventure, à la vie pleine, la vie intégrale, dans tout ce qu'elle a de sensations puis d'expériences. Et ce que Bruno nous convie à faire dans chaque vidéo, à chaque fois qu'il en fait, mais aussi à chaque fois qu'on visite sa librairie. Donc, il fallait que je le confie parce que je trouve que c'est vraiment un auteur qu'il faut relire et qui, moi, je trouve, a beaucoup de traits en commun avec Bruno. C'est gentil. Mais ton rêve, il y a quelque chose d'inquiétant. Les cigares, c'est pas un peu freudien comme affaire? N'étions-nous pas affublés de... Des fois, une piscine n'est qu'une piscine. Ouais, mais bref, on discutait ça, c'est quand même de nature à me rassurer. Oui. J'aurais pas aimé que tu me dises que j'étais en train de travailler Henri Miller. De besogner Henri Miller. Il y avait aucun étranglement. Aucun étranglement, aucune... non. D'accord. C'était une conversation chaste, tout bonnement en train de siroter un Chivas Régal. Et... Deux hommes résolument hétérosexuels. Ouais, c'est des créatures, je vais dire pas de plus en plus rares, mais qui ont de plus en plus peine à se manifester, je pense. Ah oui, et puis créature de la nuit, hein? C'est de la nuit qu'on traverse. Ouais, une nuit... Moi, je conclurais, Pierre, si tu permets, en montrant ceci. Hein, on en a parlé avant de commettre cette petite vidéo. Art, lettres, revue mensuelle, publiée en 1948. Vous voyez le papier. Et il y a un extrait de la correspondance de Henri Miller et de Michael Frankel qui a été publié des années plus tard.
chez Buchet-Chastel sous le titre générique de Hamlet. Oui. Hamlet étant la figure centrale de cet échange de lettres entre les deux auteurs. Et les deux s'étaient fixés pour objectif de faire un livre de 1000 pages. Et je vais peut-être te lire peut-être un petit passage. Et là, c'est Miller qui écrit. Chez Dostoïevski, les démons sont déchaînés, l'intelligence aliénée, possédée à outrance. Sur la toile de fond de la nature se meut l'homme halluciné, en transe, privé de sa raison. La nature recule de plus en plus, l'arrière-plan s'estompe progressivement et, avec Proust, la nature est en pleine dissociation et soumise à l'esprit d'analyse. Les gens vantent la grande beauté des descriptions proustiennes, ces merveilleux tracés des phénomènes naturels. Mais personne ne voit, semble-t-il, que ce sont là de merveilleuses descriptions intellectuelles. Ses paysages, ses fleurs, son ciel, son océan, tout cela est dans sa tête. Ce sont des peintures intérieures faites les yeux bandés. Ce sont des croquis réminiscents, des portraits réminiscents, des peintures réminiscentes, tout en trame de regret, de mélancolie et de nostalgie. Proust nous a laissé le mausolée de la nature le plus parfait. Tous les objets autrefois caressés par son regard sont sous globe et conservés dans la cire. Il n'y a pas la moindre trace de négligence, d'insouciance. Pas une fleur n'a le droit de périr, pas un ciel de pâlir. Tout est préservé avec un soin, une peine infinie, afin de vivre éternellement dans la mort. Celui qui est un héros à ses propres yeux ne se sent nullement obligé à faire quoi que ce soit. Il se contente d'être. Et c'est ainsi qu'il traverse la vie, sous le fixe d'un reliquat s'accroissant toujours. Il accumule l'héroïque en lui en accordant aux autres leurs possibilités. Accuser l'artiste de ne pas vivre parce qu'il n'agit pas, c'est le comble de l'ignorance. L'homme qui voudrait vivre ses multiples vies n'a ni le temps ni lieu pour agir. L'action détruit tout, sauf ce qu'il est convenu d'appeler la vie propre. Soutenu par la théorie de seul et unique, la vie tend toujours à une fonction sacro-sainte. La vie propre. Ben voilà. Ben écoute Pierre, je te remercie infiniment de m'avoir relancé pour cette vidéo. J'en commettrai pas d'autres demain. Je vais attendre ton retour. Oui. On va fin septembre. Et moi le fin août. Oui, on va s'attendre mutuellement. Oui. Et on s'est arrêté à Paris. On va revenir à Paris. Fabienne et moi allons y passer quelques jours. Peut-être j'irai place Clichy, voir Henri Miller. Peut-être je vais reprendre la lecture des Entretiens de Paris qu'il a fait avec son éditeur français Georges Belmont, n'est-ce pas? Peut-être, au fond, je vais garder présent à l'esprit lors de ce voyage pandémique la figure d'Henri Miller. Excellent. Cette chère figure, comme je disais au tout début, il est mort le 8 juin 1980. Ouais. Et pour moi, l'année 1980, je ne le dirai jamais assez, est une année terrible. Une année terrible à pratiquement tous les niveaux et sur le plan personnel et sur le plan politique. Premier échec référendaire le 20 mai. Et 3 semaines après, il n'y a aucun lien entre les deux, si ce n'est que ça m'a plongé dans un accablement aggravé, le décès d'Henri Miller. Et d'avoir partagé pendant quelques années le sort commun, hein, d'être vivant en même temps que ce géant, j'invite les jeunes lecteurs à ne pas modérer
leur admiration, leur objet d'exprimer leur admiration et écrivez des lettres aux écrivains que vous aimez, qui vous ont nourri, qui vous ont aidé à donner un sens à cette existence, qui est capturé, qui est balisé par ce que Miller appelait le monde des machines aussi. Hein? Oui. On va y revenir, de toute façon, visiblement, on va y revenir. Alors Pierre, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup Bruno, puis c'est vraiment un écrivain que j'invite tout le monde à relire ou à lire pour une première fois au moins, et qui vraiment nous aide à passer à travers cette grande période d'incertitude que l'on vit aujourd'hui, que on doit retrouver un peu de notre libre arbitre, on en a bien besoin. Merci Pierre, poignée de main pandémique. Merci et à bientôt. À bientôt.